dans Valeurs ajoutées. Les politiques économiques de l'indépendance à nos jours ont-elles été appropriées? La réponse dans Valeurs ajoutées. KFC, Khadifal Koulibaly, reçoit l'économiste Maïssa Babou pour faire le diagnostic de ces politiques. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation, l'économie a désormais son espace radiophonique Valeurs ajoutées. Tous les jeudis de 15 à 16h, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeurs ajoutées. Voilà à un nouveau numéro de Valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées. Le magazine de vulgarisation économique. Valeurs ajoutées, une émission réalisée et présentée par Khadifal Koulibaly. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à RSI Radio Sénégal International. Le 4 avril 1960, le Sénégal accède à la souveraineté internationale. 50 ans d'indépendance donc qui ont vu se succéder plusieurs politiques économiques. Ces plans de développement élaborés après l'indépendance étaient-ils stratégiques et cohérents? Réponse avec l'économiste Maïssa Babou, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Babou, la première période que nous allons diagnostiquer est celle allant de 1960 à 1980. Le socialisme africain, préconisé par Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor, a mis l'accent sur l'édification d'une société socialiste fondée sur les valeurs communautaires traditionnelles, le développement du mouvement coopératif. Une politique économique donc basée sur l'agriculture au détriment de l'industrie. Alors, progrès, stagnation ou récession? En fait, je salue d'abord les auditeurs de RSI Sénégal. Je vous remercie pour cette invitation. Je crois que Senghor n'avait pas en fait appliqué strictement cette politique-là. C'était beaucoup plus parce qu'on sortait des indépendances, de la colonisation, excusez-moi, oui. Et qu'en fait les Blancs avaient déjà, les Européens avaient déjà mis un système de collecte qui permettait à leurs unités industrielles d'avoir des matières premières en Afrique. Et c'est ainsi que le Sénégal était spécialisé dans l'arachide, la Côte d'Ivoire dans peut-être le cacao, oui. Et peut-être le Burkina avec son coton. Donc en fait, Senghor a trouvé un pays qui était économiquement tenu par donc les Français. Et quand il est venu, il a trouvé aussi que l'arachide était peut-être sur le plan agricole non pas une culture vivrière, on ne pouvait pas vivre de ça, mais une culture de rente. C'est-à-dire que ça rapportait de l'argent par l'exportation, parce que le Sénégal était, je le rappelle, le premier pays producteur d'arachide à cette époque-là. Donc c'est peut-être à partir de ce moment-là, vu l'étendue quand même de la production agricole, qu'en fait Senghor a mis en place son premier système que vous avez nommé tout à l'heure justement de coopérative. En fait, il s'agissait beaucoup plus donc d'un système de collecte villageois, départemental, quelquefois au plan régional, je ne sais pas, mais en fait des collectes qui en fait étaient sous la coupole de sociétés françaises en 4 oui. Et avant en Vésia, je n'étais pas né, oui. Je suis né après les indépendances, mais mon père lui-même travaillait, était comptable dans ces sociétés-là. Et donc, c'était ces sociétés qui en fait géraient ce grand stock d'arachide quand même, qui faisait que le Sénégal était le premier pays de l'agriculture. Mais Senghor, c'est 2 temps. En fait, jusqu'en 70, Senghor a bien géré un pays avec 3-4 millions d'habitants, il n'y avait pas de problème, il y avait beaucoup de pluie. Et c'est à partir de 1970 jusqu'en 1980, oui. Voilà, c'est peut-être la deuxième période très difficile et noire de Senghor. C'était la sécheresse. C'était en fait les chocs, les premiers chocs pétroliers, l'augmentation du prix du pétrole, il y avait l'inflation donc automatiquement. Et subitement, voilà, la principale ressource agricole du pays dégringolait.
l'État puisait en fait ses ressources là-bas et c'est l'État qui tenait le pays en fait à cette époque. Avec des subventions. Voilà, subventionné, et c'est l'État qui vendait le riz. C'est l'État qui avec la caisse de voilà, c'était l'État commerçant, l'État qui nous devait tout, l'État providence. C'est le socialisme. Le socialisme, vraiment dans toute sa vigueur, dans toute sa profondeur, mais qui quand même ne tenait plus. Ce n'était plus à l'air du temps. Avec beaucoup d'endettement, certainement. Pas trop, parce qu'en fait le système de l'endettement n'était pas sous Senghor. Senghor, c'était beaucoup plus de système d'aide au développement. Senghor n'était pas engagé dans une stratégie d'investissement, de grands projets de chef d'État comme on le dit maintenant. Senghor se souciait beaucoup plus de nourrir les Sénégalais et de mettre en place le système administratif du pays, les gouverneurs, des préfets. Mettre le pays sur les rails. Oui, mettre le pays sur des rails, un pays en fait civilisé, un pays organisé. C'était plus ça Senghor. Donc c'était pas mal, disons. Non, du tout. En fait, tout le monde dit que c'est Senghor qui a fait le Sénégal. Oui. Parce que si nous sommes restés un État fort, avec des institutions fortes, aujourd'hui avec une organisation régionale extrêmement forte, on le doit à Senghor. Une carte administrative bien dessinée, quand même ça, c'est Senghor. C'est vraiment la main de Senghor. Et c'est son mérite principal. Donc le mouvement coopératif en lui-même n'est pas mal. Non, du tout. C'était un système de collecte. Si aujourd'hui aussi, on était entré dans une grande massification d'une certaine culture, il faut inventer une méthode de collecte de ces trucs-là. Bon, maintenant, l'ONCAD devait disparaître, hein, parce qu'en fait, derrière une entreprise d'État, il y a toujours du gaspillage. Et on a dû arrêter. C'est le grand mal. Voilà, c'est le grand mal des années maintenant d'après Senghor. Parce que Senghor a laissé ici l'ONCAD. D'accord. Donc, deuxième période, entre 1980 et 2000. Alors là, c'est une période difficile, charnière, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Je crois qu'Abdou Diouf a hérité d'une situation explosive. C'est là où interviennent les programmes d'ajustement structurel. Pourquoi ces passes? Parce qu'il y avait augmentation de la dette publique, stagnation de la production. Il fallait donc ajuster, comme l'ont dit le FMI et la Banque mondiale. Mais quelles ont été les conséquences de ces programmes d'ajustement structurel sur l'économie sénégalaise? Oui, il faut peut-être rappeler que en 1970, c'était la sécheresse et l'agriculture reculée, le pétrole avait augmenté, l'inflation, les prix augmentaient. Senghor, c'était vraiment le début de la fin. C'était de la fin du grand socialisme. La crise venait d'être connue au Sénégal. Et donc on dit que Senghor, en bon toubab, a vu que quelque part, ça n'allait plus avec la naissance d'un parti PDS en 74. On était maintenant en 79. Wade commençait pour faire des propositions concrètes de baisser le prix du riz. Il a pris peur et a préféré laisser le pouvoir et partir. La hérité, et comme tout nouveau président, les gens ont voulu l'accompagner. Mais peut-être que ça marche. Et c'est pour que le Sénégal allait connaître sa première grande mutation. Mondial, c'était de l'État-providence. Je voudrais que vous débrassiez attention. Enlevez les internats. On a demandé à Abdou de vendre toutes les sociétés. La Poste qui est devenue, la privatisation qui est devenue Sonatel, les chemins de fer, c'est un vieux taximan qui me l'a rappelé d'ailleurs, ont été vendus. Tout a été vendu, on a jusqu'à la Sénélec et jusqu'à la SDE, l'eau. Oui. Tout a été donc bazar, enfin je ne dis pas bazardé, mais en tout cas mal vendu. Il fallait sauver les meubles. Oui, mais c'était plus que la Banque mondiale disait, on ne peut pas nourrir son peuple. Il faut laisser ce peuple se débrouiller. L'État doit s'occuper d'investissements majeurs et laisser le peuple se débrouiller. Et c'est comme ça qu'on a
enlevé l'ensemble des entreprises, parce que les entreprises c'était des entreprises qui faisaient des pertes. Oui. Je rappelle que l'huile c'était une entreprise du Sénégal, la SIB. Oui. On a dit arrêter même la collecte sous ONCAD, parce que ONCAD collectait, mais c'était vraiment des fonctionnaires. C'était vraiment une nébuleuse. Il y avait beaucoup d'argent, on a arrêté le c'est ce qui pose maintenant des problèmes. Bon, MP que nous avons connu après. On a arrêté la caisse de précaution. Et de stabilisation. En fait, c'est cette caisse qui vendait le sucre. C'était vraiment le commerce, l'État commerçant. On a tout arrêté. C'était en fait pour des subventions. Voilà, on a dit plus de subventions, l'État ne doit plus vendre et on a donné ça au privé. Donc, on était dans une très grande privatisation. Et le Abdou Diouf a commencé à développer des stratégies sous quel nom encore, nouvelle politique agricole. Moi j'étais étudiant quand on me donnait en dissertation. On a beaucoup entendu parler. Nouvelle politique agricole, nouvelle politique industrielle. NPI, oui. Voilà, NPA, NPI. Voilà, moi aussi j'étais au lycée, à l'université à mes débuts, et on nous le donnait en dissertation économique. Donc, le mal ici c'était que l'État a trouvé un État, certes organisé par Senghor, mais un État sans argent. Et l'intervention de la Banque mondiale a fait très mal. Et on a vraiment dépouillé Abdou Diouf, on a dépouillé le Sénégal, et on a imposé un rythme fou de non-recrutement. L'État ne devait plus recruter, de laisser les prix libres. Et c'était vraiment des prix, une inflation, les prix étaient devenus plus chers. Et c'est cette révolution-là, doublé maintenant d'une dévaluation en 94 qui a plongé systématiquement le Sénégal dans une crise profonde qui a perdu. Justement, on va s'arrêter sur cette dévaluation du franc CFA. Quel mal ou quel bien a apporté cette dévaluation? En fait, je crois que l'objectif n'a pas été atteint. Si vraiment il y avait un objectif, c'était double. Après ce grand endettement, c'était l'Afrique. Oui, voilà, c'était vraiment toute l'Afrique qui de 70 à ces années-là était endettée. Alors la Banque mondiale a dit, écoutez, vous là, on vous donne beaucoup d'argent, il faut payer. Et pour payer, vous ne pouvez pas continuer de ne pas vendre à l'extérieur et de toujours importer. La seule façon d'arrêter ce qu'ils considèrent comme une hémorragie financière, parce que la balance commerciale est trop lourdement déficitaire, c'était d'arrêter les importations et de forcer les exportations. Alors, comment le faire si on ne dévalue pas? Et on a dit, si on dévalue, l'argent va coûter moins cher. Si c'est moins cher, normalement, c'est le principe économique, c'est un mécanisme, mais c'est technique quand même. Vous allez exporter maintenant et vous n'allez plus importer. Comme ça, sur le plan macroéconomique, on va redresser la tendance de la balance commerciale et qui exporte à des devises. Et si vous avez des devises, nous aussi, nos dettes seront payées. Donc c'est une logique économique qui est très normale. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'Afrique n'était pas prête. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je pense quelque part que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce qu'on n'a pas de quoi manger chez nous, oui, la technologie chez nous, pour ne pas importer. Tant que nous sommes obligés d'importer, une dévaluation ne s'explique pas. Ça ne fera que renforcer encore l'inflation et nous mènera certainement à une crise profonde. Pourtant, entre-temps, il y a eu l'annulation de la dette. Oui, mais ça, c'est deux fois, je crois. Sous Abdou Diouf, quand vous savez, quand vous remboursez plus de 10 ans, les financiers là de la Banque mondiale comprennent qu'ils ont le remboursement, ils ont trop pris même le double déjà de l'intérêt, et il en restera toujours à payer. Bon, donc ils ont classé les pays pays moins avancés. Et pour certains pays, on a dû donc dire, on va effacer ce qui reste. Et on va recommencer. Abdoulaye Wade en a bénéficié aussi. Donc c'est un mécanisme très normal à un certain moment. Mais malgré ça, Abdou Diouf est parti en laissant quand même 1000 milliards de dettes. Ça, on ne doit pas aussi l'oublier. Parce qu'il y avait son canal qu'il voulait creuser. Il y avait d'autres projets comme le pont de Grand Yoff, etc. Il y avait des projets de Diouf. Il est parti en laissant un endettement colossal. On va parler des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Leurs programmes sont toujours des fois décriés par certains économistes. Vous, quelle est votre analyse de ces institutions? Oui, je crois que c'est une feuille de route générale qu'ils ont voulu imposer à l'ensemble des pays, y compris aujourd'hui la Grèce.
C'est-à-dire qu'une seule forme de gestion, une technique universelle qui consiste à dire, voilà, un État, c'est de l'administration, point. Vous ne devez pas avoir de service. Même l'eau, l'électricité. Oui, mais ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est ça le problème. Ils ont l'argent, ils ont donc le pouvoir. Ils disent non, débarrassez-vous de tout, y compris l'eau, l'électricité, le téléphone, ne gérez rien du tout. Un État, c'est une administration, point barre. Vous laissez les autres se débrouiller. Et un État doit être rationnel. C'est-à-dire que comme une entreprise privée, ne recrutez que si vous en avez besoin, etc. Or, tout le monde sait que quand même, un État ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est pourquoi ils n'ont pas appliqué, d'une part, l'universalité de leur technique et ne peut pas être comprise. Deuxièmement, je crois qu'ils n'ont pas tenu compte de la chose la plus importante en management, c'est la culture. Chaque pays est une donnée culturelle à part. Le Sénégal, c'est pas vraiment la Côte d'Ivoire, quoique nous soyons dans le même espace ouest-africain. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ont oubliées, et c'est pourquoi jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu là où ils ont réellement réussi une recette miracle applicable à l'universalisme, non, à l'universalité, non. C'est que aussi les réalités ne sont pas les mêmes entre pays. En 2000, après l'alternance, avec l'initiative Pays pauvres très endettés, une autre politique économique fut appliquée, matérialisée par la mise en œuvre du DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, et la SCA, la stratégie de croissance accélérée. Oui. Que valent ces politiques économiques? En fait, oui, la première stratégie de réduction de la pauvreté, c'était en fait que Wade avait mis en place effectivement un système d'aide quand même pour engranger beaucoup d'argent. Il est d'ailleurs passé par ce trou-là pour replacer le Sénégal comme pays moins avancé, et immédiatement en 2002 ou 4 je crois, on a bénéficié encore de l'allègement, on a effacé, et il a compris que maintenant il pouvait reprendre de l'envol et aller encore s'endetter. La deuxième chose, c'est la stratégie de croissance accélérée qui était déclinée sur des grappes, 5 grappes. En fait, c'est ça. Moi je crois à cette réflexion-là qui part du principe très simple. Qui sommes-nous? Le Sénégal, quels sont nos points forts et nos points faibles? Et on avait dit, si nous sommes forts de la pêche, nous sommes forts du tourisme, de l'agriculture qui comprend aussi l'élevage, mais nous sommes forts aussi de la culture. Et peut-être, il y a un cinquième pilier. Alors, il faut partir de ces piliers-là, et chaque pilier doit faire l'objet d'une stratégie à part. Et donc, il y avait 5 stratégies agrippées qui additionnées devait porter le Sénégal émergent d'Abdoulaye Wade. Il y a aussi l'art, la 5e grappe, c'est l'art et l'artisanat d'art. Voilà, merci, l'art et l'artisanat d'art. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je crois que ce sont ces segments-là qui sont porteurs de développement. Jusqu'à aujourd'hui, si on devait redéfinir, je crois que il faut insister sur les mines, parce que le Sénégal est un pays de ressources minières extraordinaires. Et je crois que ça, on avait oublié d'en faire quand même un élément à part. Donc, voilà ce que Wade avait cru. Et il l'a mis en place, la Guana est sortie de ce truc-là. Et même dans ces grands investissements, côté art, les 7 merveilles devaient relever en fait de cette tendance-là, de mettre aujourd'hui le Grand Théâtre, y compris le monument de la Renaissance. Mais pour les grands projets de route et autoroute, c'était pas en fait dans ça. C'est-à-dire qu'il a distingué ce qui porte le développement, contenu dans la SCA. À côté, il a mis ce qu'il a appelé lui ses grands projets, l'autoroute à péage, le nouvel aéroport. Mais tout cela pour un Sénégal émergent, mais il fallait additionner donc en fait ces deux mamelles-là. Il y a aussi eu en 2011 le document de politique économique et sociale, le DPS, dont l'objectif était de mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence avec un environnement harmonieux et solidaire. Dans les faits, est-ce que cela fut avéré? Non, pas avéré, parce que la preuve, il y a des PR1 et 2, voilà, c'est un peu difficile, j'y arrive finalement. Non, en fait, c'était un peu une continuation d'une politique de réduction à la fois de la pauvreté, mais aussi de SCA.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé, après dernièrement, nouvelle stratégie, je ne sais pas, de politique au Sénégal. On va en venir, c'est la stratégie nationale. Donc en 2011, au sortir des élections, Wade a voulu relancer autrement. Et donc on a sorti ces documents-là sur lesquels le Sénégal pouvait reposer jusqu'en 2025. Mais cette fois-ci, avec une vision d'émergence partant d'abord de la SCA et de ces grands projets de développement-là. Il s'est dit que si on y ajoute les éléments contenus dans ces documents-là, qui en fait ne sont que des éléments des grappes qu'on a massifié, volet santé, volet scolaire, volet etc., éducation, et tous ces volets-là engrangés devaient en fait porter le Sénégal, mais accompagné d'un investissement lourd, fort et massif. Et c'est parce qu'en fait c'est ça aussi qui fait l'émergence. Je dois dire d'ailleurs que je ne crois pas qu'on puisse parler d'émergence sans une qualité de vie. On en parlera tout à l'heure avec le PSE, mais je crois que quand même Wade avait vu juste en voulant faire de l'environnement Sénégal, à commencer par l'impôt qu'il a diminué de 30 à 25%. Oui. Je crois qu'il a voulu faire effectivement du Sénégal un pays attrayant, un paradis fiscal comme on dit, mais un pays aussi avec des investissements étrangers. Voilà, et où le transport, le système de téléphone, télécommunication, le système électrique, c'est là où il a vraiment échoué aussi en électricité, en eau. Il fallait parfaire ces choses-là pour quand même engranger le Sénégal et le porter vers l'émergence. La stratégie nationale de développement économique et social en 2012, le but était d'assurer des conditions d'une croissance soutenue et durable à même de réduire significativement la pauvreté et d'atteindre les OMD. Alors, oui, mais vous savez, les OMD, c'est depuis 2002. En fait, donc les OMD existeront toujours. C'est des objectifs fixés par les Nations Unies, en fait portés par plusieurs acteurs, y compris les ONG, mais pas seulement des gouvernements. Donc oui, on peut tendre vers éliminer le sida, par exemple, comme MG, le taux de scolarisation, etc. Mais je veux dire que ce document-là de stratégie nationale de développement du Sénégal, SNDS, en fait, d'après les auteurs, était une compilation. Ils disent que oui, on y retrouve une partie des SCA. On y retrouve en fait une compilation de DSPR 1 qui était finie et DSPR 2. Et ils sont allés jusqu'à nous dire en premier de 2012 jusqu'à la fin de 2012, en fait, oui, notre programme c'est le Yono Yokote. En fait, moi je suis débatteur. J'ai été en face de tout le monde. Et à chaque fois c'était ça, j'ai posé la question, je veux que ça soit clair. Vous appliquez quelle stratégie, c'est le Yono Yokote. Jusqu'à ce que même les gens de Benno Yakar s'énervent. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre être dans une coalition et se faire oublier quand on définit des programmes. Ensuite, nous sommes passés à ce mot, à ce concept-là, stratégie nationale de développement du Sénégal. Et on dit oui, on va ajouter parce que vraiment c'est le président lui-même. C'était la synthèse de beaucoup de plans. Voilà, le président lui-même avait reconnu les insuffisances de Yono Yokote, avait dit il faut faire mieux. Et nous sommes tombés dans ce qui est une stratégie nationale de développement du Sénégal. Et oui, si moi je ne sais pas, même pas après la déclaration donc du Premier ministre, voilà qu'on nous sort un nouveau document. Et nous en venons au PSE. Le PSE. Le plan Sénégal émergent, son credo, une économie compétitive soutenue par une croissance forte, aux fruits mieux partagés, répartis, une population instruite, bien formée et engagée, une meilleure qualité de vie, la paix, la stabilité et la démocratie, ainsi que la bonne gouvernance. Qui dit mieux? Oui, ces trois pôles, c'est la structuration distinct de l'économie 1, deuxièmement la formation et troisièmement la bonne gouvernance. Si vous prenez le PSE du Burundi, il y a un quatrième point. Ils ont mis lutte contre le sida. Vous prenez le Gabon, c'est 3 points comme le Sénégal, vous prenez tous les pays. En fait. Mais que vaut ce plan? Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est comme les recettes de la Banque mondiale. C'est un plan qui a été concocté et à qui on voudrait donner une âme en tout cas à caractère international, d'universalité, alors que... il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça. Oui. Je n'ai pas dit que des Sénégalais n'ont pas travaillé dedans, même si de Moubarak Lo, nous avons tous tenu, lui qui était dans le palais,
que ce plan a été presque acheté à 2 milliards 500 millions. Bon, qu'importe. De toute façon, ce qu'on remarque, c'est une grande théorie. C'est une grande théorie axée sur 3 pôles. Restructuration de l'économie, vous y entrez, vous trouverez tout avec les éléments même de SCA. Et on parle de l'agriculture, on parle de la pêche là-bas, on parle de l'artisanat, peut-être peu, et de la culture. Mais nulle part, il y a ces choses d'offres d'emploi réellement. De formation, c'est la même chose. Est-ce que la formation, quand on lit le programme de ce PSE-là, vous allez dans les 27 projets que le président Macky était allé défendre, mais vous ne trouverez pas les problèmes réels du Sénégal sur le plan scolaire, de 6e d'année, comme on dit, jusqu'à l'université. Mais c'est un cycle aujourd'hui extrêmement massifié, où les élèves vous ne trouverez pas des classes, où on les mène des comme lycées. des moutons de Ben voilà, oui. Nous avons besoin d'universités, beaucoup plus qu'un tramway. Beaucoup plus que peut-être une autre APH surtout pas. Moi j'habite. Ah mais ça aussi, ça fait marcher l'économie. Oui, mais écoutez, il y a un gain de temps. Quand on parle de priorité, c'est tout de suite et maintenant, un mandat c'est 5 ans. Je crois que ceux qui sont autour du président devraient lui dire, monsieur le président, un mandat c'est 5 ans. Un mandat c'est pas une vision de 2035. Et ce plan-là est une vision de 2035. Les Sénégalais n'attendront... Mais il y a une vision à court terme. Madame, on n'attendra même pas 2025 pour vous dire qu'on n'attendra pas 2035. Maintenant, c'est le court terme. J'ai dit ce court terme, c'est la demande sociale qui commence par la nourriture et l'emploi. Le court terme, madame, c'est le problème d'école. Nous avons des problèmes à l'université. Les étudiants sont dehors. Moi, c'est... Quand je sors d'un amphi à la fac de droit, ils m'entendent. Il y a des gosses qui sont dehors quand moi j'ai le micro, ils tendent uniquement l'oreille pour écouter. Sans parler de la faculté de droit. Je parle de cette fois, je sors de là-bas parce que souvent je fais cours là-bas. Donc j'étais parti faire un cours de comptabilité et de gestion là-bas. Bref, madame, je dis, il y a des urgences dans ce pays. On n'attendra pas 2035. Quelles sont-elles? Oui, les urgences, madame, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pêche, allez demander aux pêcheurs qu'est-ce que le PSE, qu'est-ce qu'on attend du PSE. Ce n'est pas mettre un frigo à la plage. Ils réclament une baisse des prix de ce qui n'est pour eux est un intrant. C'est-à-dire qu'en produisant le poisson, ils sont obligés de dépenser du carburant. Oui. Mais il faut les comprendre. Est-ce que nos bateaux artisanaux là doivent continuer? Est-ce qu'on ne va pas les mettre dans des TPE, des petites PME industrielles avec de gros bateaux, même quitte à mettre 150 pêcheurs en même temps dans un bateau qui coûte 5 milliards? Moi je crois que c'est mieux que ça. Voilà les urgences, madame. Les gosses, les Sénégalais ne travaillent pas. Ils n'ont pas de travail. Souvent, même ceux qui ne sont pas désœuvrés sont malmenés. Où sont les ferrailleurs? Ils ont crié sur tous les toits. Les marchands ambulants, comment on peut fermer Sandaga sous prétexte que c'est dangereux? Nous sommes tous d'accord que c'est dangereux. Mais avant de fermer, il faut avoir une stratégie. Fermez, attendez chez vous et puis on va à champ de course pour la laisser nous faire des travaux. Non, il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Moi je crois que quand on dit oui on a diminué le sucre, mais l'huile et le truc, le bilan social du président, moi je l'aime bien. Mais c'est très faible. Aujourd'hui la location, qui n'a pas de problème avec ce qui n'est, on ne sait même pas si c'est une loi. Il faut faire les choses avec avec méthode, en prenant le temps de la réflexion, avec ceux-là qui ne viennent pas vous dire toujours, monsieur le président, ça marche. Voilà, moi, je sais pas, je crois qu'il ne va pas que ceux qui nous entendent, on n'a rien contre qui que ce soit, mais qui veut entendre la vérité, c'est que dans ce pays-là, ça ne va pas. Les gens croulent encore sous le poids de la pauvreté qui augmente et qui est aujourd'hui peut-être même dans l'ordre de 50%. C'est ça, c'est exactement ce qu'a dit la Banque mondiale récemment. Donc de 2009 à 2014, beaucoup de politiques économiques, mais le Sénégal n'arrive pas encore à émerger avec des taux de croissance très faibles allant de 2,6 à 3,4. Oui. Aujourd'hui, que faire pour améliorer ce taux de croissance? Le dernier mot.
En fait, que faire? Moi, vous croyez, quand j'ai vu PSE, si on atteint 8%, on est émergent, j'ai rigolé. Avec 40%, avec ce système-là, on ne sera pas émergent. Écoutez, madame, ce qu'il nous faut, c'est pas 8%, c'est pas 2%, c'est pas 5%. Ce qu'il nous faut, c'est aller à la base. Moi, je rentre ce week-end-là, je rentre d'une mission à Matam. J'étais allé voir ce qu'on appelle là-bas les SIPA Proda. En fait, 150 jeunes dans un champ de 40 hectares, ils te donnent 40 tonnes de mono, 40 tonnes de gombo. Il faut aller là-bas. Il faut aller voir les pêcheurs, qu'ils nous sortent 1000 tonnes de poissons. Comment le faire? Il faut aller voir les éleveurs, madame. Il y avait une insémination artificielle pour un peu changer le modèle de vache au Sénégal. Il faut pas, ça a été arrêté, il ne faut pas l'arrêter. Madame, c'est ça la voie du développement. Quand on a beau avoir des autoroutes à péage, si on ne peut pas payer, on ne montera pas. Et ça, vous le savez. Et je crois qu'il faut penser à ces choses-là et à appliquer ce qu'on appelle un modèle économique inclusif. Un modèle de développement endogène. Le PSE oui, mais le mot est lâché. Mais est-ce qu'à la réalité, moi, j'attends le bilan de tout cela. D'accord. Khadifal Koulibaly, valeur ajoutée, l'économiste Maïssa Babou, le professeur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour valeur ajoutée.